Alors voilà, donc j'ai préparé une petite présentation, donc effectivement sur les freins dans l'accès aux soins des personnes exilées. Donc c'est vraiment le point de vue de... Donc, oups, pardon, je vais éviter cette petite animation. Le point de vue d'Arcat, mais plus particulièrement le point de vue du repère, qui est un des pôles de l'association. Donc comme vous l'avez dit, Arcat, c'est une association de lutte contre le VIH dont le métier, on va dire, le cœur de métier, c'est l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Au niveau du repère, en fait, on reçoit des personnes qui sont exposées aux risques en santé euh, afin de leur faire accéder aux soins, à la santé et aux droits. Donc, c'est une action de prévention, le repère, au sein d'Arcade. Euh, voilà, donc nous avons une équipe qui est composée de médiateurs de santé en grande partie. Donc, nous recevons des personnes originaires d'Afrique subsaharienne qui sont, comme vous le savez, statistiquement plus exposées au risque de VIH. Donc là, vous avez un petit peu, juste pour une présentation rapide, hein, la composition du repère. Donc le repère est vraiment construit à partir de la médiation en santé, à partir de l'idée de faciliter la venue des personnes, faciliter l'aller vers. Et donc vraiment, les travailleurs centraux au repère sont les médiateurs de santé. Donc on a Omar Sissoko, Yves Mek et Memouna. Et les autres professionnels vont être plutôt en soutien en deuxième ligne, comme j'ai mis sur le petit schéma, avec une conseillère juridique, Alessandra Salgado, et une assistante de service social. On a aussi depuis peu en fait un partenariat avec le Checkpoint, parce que Arcat et Checkpoint ont la même direction, où on a une fois par semaine la venue d'une infirmière et d'un médecin pour proposer une offre en santé sexuelle conformément aux objectifs du checkpoint. Excusez-moi, Ouais, Corinne, je me ouais, permets juste ouais. de t'interrompre. Est-ce que vous pouvez Dites-moi. juste peut-être la présentation en diaporama? Parce que du coup, je pense qu'on ne voit pas Ouais. forcément si ça vous embête Ah, pas. vous voyez pas tout. Ouais, c'est juste que tout En à l'heure, fait, c'est ça a ah, défilé. Je n'ai pas du ah, tout aimé ça. voilà. Normalement, Alors, attendez. Diaporama à tout est partir à de la gauche, ouais, à partir du début c'est ça. ou de la dispo actuelle. Hop. Ouais, ça doit Allez, être là. vas-y. En fait, je veux pas qu'il fasse vous voyez. Non, non, enfin, en principe, vous Ok. pouvez le commander, mais bon, si ça, c'est pas grave, pardon, c'était juste pour la lisibilité, mais bon, si ça, on préfère. Ça me perturbe, mais là, j'ai Ok. l'impression que ça Alors, va marcher. ok, pas de Bon. souci. Ah, excusez-moi. Hop. Attendez, je vais essayer de l'agrandir peut-être. Voilà, comme ça sera peut-être mieux, non? Là, ça coupe un petit peu l'écran, en fait, ça coupe la présentation. Ok, très bien. Attendez, je vais enlever le minutage. Tac. Rien à faire. En fait, Non, mais si ça fonctionne pas, c'est pas grave. On voit quand même, c'était juste pour voir mieux, mais vous inquiétez pas si ça bloque, on voit quand même et on vous laisse poursuivre votre propos, vous inquiétez pas. Je précise merci. qu'on vous enverra, hein, bien sûr, le support. Donc, voilà. Ok, on vous... Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Donc, les freins dans l'accès aux soins des personnes exilées, j'ai essayé d'organiser un peu mon propos. Donc, en premier lieu, je vous parlerai des freins d'ordre administratif qu'on observe sur le repère. En deuxième lieu, des freins en lien avec l'organisation du système de santé. Ensuite, des freins liés plutôt aux humains, je dirais, au relationnel. Et enfin, l'idée d'avoir ce cumul quand même, parce que les freins s'additionnent les uns aux autres le plus souvent. Donc, concernant en fait les freins administratifs. Donc là, étant donné que sur le repère, nous accueillons des personnes exilées sans titre de séjour, elles sont en théorie bénéficiaires de l'aide médicale d'État, dont les conditions d'accès sont de pouvoir démontrer 3 mois de résidence irrégulière en France de manière stable et de vivre avec
peu de revenus, c'est-à-dire à peu près moins de 800 euros par mois. Donc, en pratique, c'est assez compliqué parfois de réunir ces critères, tout simplement parce que ces personnes exilées qu'on reçoit n'ont souvent pas eu d'adresse avant de nous connaître et que la sécurité sociale demande des preuves de la présence qui sont assez, comment dire, il ne s'agit pas de présenter le Navigo, par exemple. Il ne s'agit pas de présenter des factures. Il faut soit un bulletin d'hospitalisation, soit le courrier d'une assistante sociale, soit une domiciliation. Donc, euh, par là même, ça limite en fait les possibilités pour les personnes de faire spontanément cette demande. Ensuite, il faut avoir une adresse en France. La plupart des gens que nous voyons sont soit sans domicile, soit hébergés chez tiers. Le tiers ayant toujours un petit peu peur de donner son adresse, donc elles n'ont pas d'adresse. Donc elles vont devoir rechercher une domiciliation administrative, ce qui n'est pas toujours si évident que ça en région parisienne. Enfin, il va falloir prouver son identité. Là aussi, dans le cadre des parcours migratoires, les gens perdent ou se débarrassent ou n'ont jamais eu de passeport et vont arriver parfois sans aucun papier d'identité, parfois simplement avec un acte de naissance en très mauvais état qui va parfois être retoqué par la sécurité sociale. Une fois le dossier constitué, il faut compter, donc il faut que la personne aille au guichet se présenter et ensuite il faut compter 2 mois avant d'avoir une réponse. Cette réponse peut être positive ou négative ou solliciter des compléments. Par exemple, un cas assez fréquent, c'est que la photo soit de trop mauvaise qualité. Donc dans ces cas-là, après les 2 premiers mois, il peut y avoir encore 2 mois de délai supplémentaire. Donc voilà, concrètement, par rapport à l'aide médicale d'État, il y a quand même ce frein de répondre à toutes ces exigences qui n'est pas simple pour une personne sans accompagnement. Donc, avant d'avoir l'aide médicale d'État, les personnes peuvent se rendre dans les PAS, les permanences d'accès aux soins. Concrètement, alors, c'est pas une généralité, mais en Île-de-France, si on prend toute l'Île-de-France, c'est parfois, enfin, les PAS sont parfois difficiles à identifier. Elles ont un fonctionnement hétérogène, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est allé dans une PAS que l'autre PAS va fonctionner systématiquement de la même manière. Et concrètement, c'est un système qui est plutôt, comme j'ai écrit, propice au loupé. C'est-à-dire que si jamais la personne se trompe de guichet, manque l'assistante sociale, ne fait pas les choses dans l'ordre, elle recevra une facture à son adresse de domiciliation. Contrairement à ce que j'ai entendu parfois, les factures sont payées par les personnes. Elles peuvent être annulées si la personne réussit le parcours d'annulation de la facture. C'est-à-dire si elle reçoit bien la facture à une adresse, si elle comprend le courrier, si elle connaît la marche à suivre pour l'annuler et si elle fait ça dans un temps raisonnable. Dès qu'une étape de ce parcours est manquée, la facture va perdurer, passera au trésor public et là, ça deviendra impossible de l'annuler. Et il n'y a pas de possibilité de demander d'aide financière à la sécurité sociale pour les personnes sans titre de séjour. Donc, le principe de l'aide médicale d'État, c'est qu'on accède à des droits valables 1 an. Il faut donc renouveler tous les ans. La consigne est de demander aux personnes d'anticiper 2 mois avant le renouvellement. Concrètement, c'est compliqué pour beaucoup de personnes vues au repère d'être dans cette anticipation. Donc, souvent, c'est nous qui les sollicitons là-dessus. Si ce délai de 2 mois n'est pas respecté, la personne va donc ne plus avoir l'aide médicale d'État et si jamais elle a un suivi avec un médecin traitant, entre guillemets, il va devoir s'arrêter peut-être pendant 1, 2, 3 mois. Alors, peut-être juste pour illustrer... Non, pardon, je continue. Un autre facteur administratif de frein,
un frein, pardon, c'est le passage d'un dispositif à un autre. Donc, concrètement, les personnes qui font une demande d'asile peuvent accéder à la CMU, ou aujourd'hui appelée la CSS. Malheureusement, quand la demande d'asile est refusée, la personne perd ses droits à la CMU. Elle va devoir donc passer sous l'aide médicale d'État. Concrètement, il est vraiment impossible que la personne qui a la CMU, qui va demander l'AME, n'ait aucune rupture de couverture maladie. Il y a toujours, à ce moment-là, une rupture de couverture maladie qui est liée aux modalités administratives, parce que simplement, il faut attendre le dernier jour de la CMU pour pouvoir déposer une demande d'AME. Donc nécessairement, si on fait tout parfaitement, il y a au moins 2 mois de couverture maladie manquant. Alors, un autre passage qui peut être à risque, c'est de l'aide médicale d'État vers la PUMA, la protection maladie universelle. En cas de régularisation, c'est aussi une chose auquel nous devons penser, c'est de faire les demandes d'ouverture de droit, de carte vitale, de CMU éventuellement. Alors normalement, dès que la personne a un récépissé, elle peut bénéficier de cette PUMA. Malheureusement, les délais sont extrêmement longs et il arrive assez régulièrement que la personne ait une AME qui est expirée et une demande de PUMA en cours, mais pas du tout de droit ouvert. Donc c'est pour ça qu'on essaye de vraiment maintenant de calculer au mieux en fait pour qu'il n'y ait plus de rupture dans la couverture maladie et donc dans le soin. Bon, là, c'était juste des petites choses que j'avais mis pour illustrer ce que je disais avant. Voilà, ça, c'est juste un échange de courrier entre la sécurité sociale et le repère, où la dame a fait une demande d'aide médicale d'État le 21 décembre et il lui est demandé d'adresser sous 30 jours toutes les pages de son passeport en photocopie. Pourtant, donc, dans le courrier initial, dans le dossier initial, donc, la dame s'est présentée au guichet, puisque c'est une première demande, il est bien indiqué qu'elle n'a pas de passeport en sa possession. Donc, juste pour illustrer que voilà, malheureusement, ce petit loupé-là va engendrer un retard d'au moins 2 mois dans l'accès aux soins de la dame. Voilà, ça c'est une photo par exemple d'un acte de naissance avec lesquels on doit parfois se débrouiller et qui peuvent poser problème parce qu'ils sont en très mauvais état. Donc dès qu'on peut, on essaye de refaire les passeports avec les personnes. Et enfin, alors là c'est totalement illisible, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer en fait que là c'est un échéancier de paiement auprès du Trésor public pour un monsieur qui a une facture hospitalière de plusieurs milliers d'euros parce qu'il a été hospitalisé peu de temps après son arrivée en France sous contrainte parce qu'il a décompensé. Donc, il a été hospitalisé en hôpital psychiatrique. Il n'y a pas eu de bon passe effectué, de demande particulière effectuée au niveau social. Donc, il paye désormais tous les mois par prélèvement les factures de 2018. Voilà. Alors, je vais passer aux freins liés à l'organisation du système de santé. Donc, un frein évident pour toutes les personnes qui n'ont pas encore l'aide médicale d'État ou qui l'ont perdue ou qui sont en renouvellement, c'est qu'il y a assez peu de lieux de soins réellement gratuits et que ces lieux de soins, même s'ils existent, sont saturés. Donc, ils sont difficiles d'accès. Un autre point qui est difficile d'accès pour tout le monde, je pense, pour tous les Français, c'est les médecins spécialistes. Mais c'est encore plus difficile quand on a l'aide médicale d'État, parce qu'on peut déjà éliminer tous les médecins qui sont en secteur 2 et qui sont quand même les plus nombreux. Et en plus, il y a quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du refus de soins, mais qui va être un peu, j'espère que ce sera pas mal pris, du soin au rabais.
mais c'est pas forcément la faute du médecin parce que lui-même n'est pas bien remboursé sur certains examens. J'ai par exemple un médecin généraliste hier qui me disait il faut orienter monsieur vers un cardiologue, mais il faudrait que le cardiologue fasse un test d'effort. Le problème, c'est qu'avec l'aide médicale d'État, je pense que le médecin ne sera pas remboursé s'il fait faire le test d'effort. Voilà, c'est un exemple. Donc, il faut trouver des médecins quand même qui sont suffisamment compréhensifs pour accepter des patients avec des aides médicales. Alors, un autre frein aussi pour toute la population, mais particulièrement pour les personnes exilées, et ne parlons pas forcément français, c'est la numérisation des services, qui est devenue vraiment systématique. C'est très difficile désormais de parler à un être humain. Il faut passer par des services en ligne, des formulaires, Doctolib et autres. Et enfin, un dernier frein organisationnel. En fait, le système de santé est très découpé. Voilà, c'est comme ça. Le médecin a l'habitude d'orienter pour la prise de sang, pour le kiné, pour ceci, pour cela. Et en fait, tout ce découpage est parfait quand la personne est maîtresse de sa santé, parce qu'elle accède du coup à des techniciens à chaque fois. Le problème, c'est quand on a des personnes qui sont en difficulté par ailleurs et qui sont dans des situations de santé complexes. Là, il faut vraiment presque avoir un coordinateur du parcours de soins de la personne qui normalement est le médecin traitant, mais elles n'ont pas de médecin traitant, les personnes avec l'AME. Donc c'est vraiment très très compliqué. Je vais passer aux freins liés aux spécificités des humains. Alors, deux types d'humains, les personnes exilées. Donc, je pense que je vous apprends rien si voilà, je souligne en fait la précarité de vie des personnes. Donc, il y a cette errance résidentielle quand même qui est assez, à mon avis, qui est vraiment liée aussi à cette notion d'errance médicale et qui est difficile du coup à gérer. Il y a la notion de vivre dans la clandestinité qui rend tout un tas de démarches plus compliquées. Les transports également, évidemment. Le fait que les personnes sont vraiment dans des priorités de survie. J'entends souvent la santé, c'est pas la priorité des personnes. Oui, c'est vrai. Parce que, alors, ça dépend ce qu'on appelle la santé. La santé médicale n'est pas la priorité, mais la santé au sens de la sécurité et de rester en vie et de trouver de quoi se nourrir, oui, c'est quand même la priorité de survie de la personne. Donc, la question des difficultés de déplacement en Île-de-France, car les déplacements coûtent cher aux personnes et sont les lieux vraiment de contrôle. C'est là que les personnes peuvent être contrôlées au niveau de l'identité et qu'elles peuvent donc être placées en centre de rétention si jamais elles ont eu une OQTF. Et enfin, quand même, un gros morceau, c'est tout ce qui va être de la peur de rencontrer un autre différent, un autre médecin, un autre qui a du savoir, un autre qui a une position sociale dans la société. Voilà, j'imagine que, et j'entends que les personnes ont beaucoup de représentation sur les professionnels de santé. Du côté du professionnel de santé, c'est aussi la même chose. Quand ils voient une personne avec l'aide médicale d'État, c'est déjà pour eux la notion qu'ils vont s'engager dans une consultation qui risque d'être plus longue et pour lesquelles ils vont avoir plutôt moins de rémunération et moins de moyens d'orientation aussi. Donc c'est plus compliqué pour les professionnels de santé. Donc c'est aussi logique qu'ils n'aient pas forcément envie d'avoir beaucoup de personnes avec l'aide médicale d'État dans leur file active. Ils peuvent également connaître avoir des représentations sur les personnes, avoir eu des mauvaises expériences, savoir que la relation va être plus compliquée et qu'il y a des facteurs complexes de santé sur lesquels ils ne pourront pas agir. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir une approche globale avec une personne dans une situation dont les priorités sont la survie qu'avec une personne qui a une stabilité dans sa vie. Donc ça va être aussi un exercice quand même beaucoup plus compliqué. Alors, là, j'ai essayé de faire en fait une sorte
en discutant avec les personnes un petit exercice de rapport coût-bénéfice de la consultation médicale pour montrer qu'en fait, parfois, le fait d'aller voir le médecin, c'est pas forcément positif, c'est-à-dire, voilà, je vais vous expliquer avec les bénéfices qui peuvent être perçus par les personnes, mais aussi ce que ça leur a coûté d'aller voir un médecin, de prendre ce temps-là. Donc, beaucoup de personnes sortent de chez le médecin sans être capables de savoir exactement ce qui s'est dit, ça c'est sûr. Le temps médical est court. Il est difficile de poser des questions, soit parce que la personne a des représentations sur le professionnel de santé, soit parce que elle s'est elle-même pas autorisée à parler. Elle n'a pas forcément été soulagée sur sa question médicale centrale et elle ressort avec des examens, des ordonnances, de nouvelles missions à accomplir sur lesquelles elle se sent souvent démunie. Et enfin, elle ne sait pas si elle va revoir son médecin, si elle doit le revoir, si la suite, comment doit se passer la suite et comment gérer la suite. Donc on voit bien qu'elle est un petit peu démunie. Du côté des coûts, elle a passé beaucoup de temps à stresser, à s'organiser autour de ça pour finalement très peu de temps technique médicale. Elle peut avoir le problème des médicaments et des soins qui ne sont pas pris en charge avec l'aide médicale d'État. Et elle peut aussi avoir une mauvaise expérience parce qu'elle a été plutôt mal reçue, ce genre de choses. Donc, par ailleurs, elle a aussi cette priorité de survie. Donc, perdre beaucoup de temps pour quelque chose qui n'est pas très efficace, c'est difficile et c'est pas très encourageant pour recommencer. Donc, pour conclure, j'espère que j'ai été claire, mais c'est important de comprendre qu'en plus, ces freins à l'accès aux soins, donc c'est pas du tout exhaustif ce que j'ai montré, ils se cumulent vraiment. Donc là, j'ai fait un petit dialogue imaginaire, mais quand on n'a pas de quoi vraiment manger correctement, quand on doit, en plus, souvent les personnes doivent bouger beaucoup déjà dans la journée pour chercher du travail, pour aller chercher éventuellement un colis alimentaire, pour voir si telle personne chez qui ils ont laissé des affaires peut leur rendre tel ou tel service. En fait, cette vie est compliquée. Et on a en plus un système administratif qui est plus compliqué et une organisation du système de santé qui est déjà compliquée. Donc tout ça se cumule, donc il est logique que les personnes ne puissent pas parfois accéder aux soins. Voilà, pardon, j'avais essayé de faire quelques pistes positives. Bon, voilà, c'est quelques idées pour peut-être rendre les choses plus simples. Donc évidemment, si on avait un accès au pass, au bon pass, c'est les fameux bons qui sont remis par les assistantes sociales à l'hôpital pour les personnes sans aide médicale. Si c'était plus simple, si c'était un guichet identifié, ça serait peut-être voilà, plus simple. Le fait de pouvoir rendre possible le passage de la CMU à l'AME me paraît légitime. Enfin, il y a plein de supports qui existent d'informations, mais qui sont totalement incompréhensibles. Même les courriers de l'hôpital sont difficiles à comprendre. On pourrait recourir au FALC et je pense que les personnes exilées n'en seraient pas les seuls bénéficiaires. Évidemment, une utopie, augmenter le nombre de soignants, de travailleurs sociaux et de personnel pour répondre au téléphone. Notre cheval de bataille au repère, c'est-à-dire développer des nouveaux emplois des agents de santé, des médiateurs de santé, parce que c'est devenu indispensable, je pense, pour tout le monde en fait. Réduire les délais de traitement des dossiers par administration pour fluidifier les choses aussi. Et puis peut-être un principe que je trouve qui devrait être un peu universel et qui ne l'est pas et qui complique beaucoup les choses concrètement, c'est de permettre l'accès aux soins gratuits pour toutes les femmes enceintes et les nouveau-nés dans un seul dispositif et pas, comment dire, multiplier les dispositifs au détriment des personnes fragiles.